Bonjour à tous. Je ne sais pas si je dois remercier les organisateurs de m'avoir invité parce que tout ceci est éminemment intimidant pour moi qui suis habituée à un public d'étudiants à lunettes très concentrés et à l'écoute pour des choses très spéculatives. Donc je tiens à m'excuser d'avance pour le caractère peut-être un peu spéculatif de mon exposé et peut-être un peu théorique aussi. Alors, pour entrer directement dans le vif de la spéculation, je vais vous faire une promesse que je ne vais pas tenir. Par définition, une promesse reste une promesse tant qu'elle n'est pas tenue. Je vais donc vous lire l'abstract de la conférence que j'aurais aimé faire et que je ne ferai pas, mais vers laquelle je vais tenter une approximation. J'aurais aimé intituler cette conférence « L'adieu au réel ». La justice au péril du réalisme algorithmique. Alors, je vous lis l'abstract, vous allez voir, c'est absolument incompréhensible. Mais après, on va essayer de déplier un tout petit peu. Les promesses d'une gouvernance automatique, algorithmique, hyper agile, du social et du monde, en haute résolution, en temps réel, à l'échelle présémiotique du signal numérique, ressuscitent l'illusion paradoxale d'une transparence du monde, émancipée des joues de la représentation, du langage, de la perspective, et la promesse aussi d'une résolution de la complexité que l'esprit humain peine à accommoder dans les boîtes noires algorithmiques. Ce court-circuit des médiations s'opère en substituant à la représentation ce que j'essaye d'appeler dans mes travaux un nouveau réalisme algorithmique qui fait de la conscience aiguë de la contingence et de l'instabilité du monde biophysique, mais aussi de la démocratie. Rappelez-vous que Claude Lefort disait que ce qui est au cœur même de l'instauration et du maintien de la démocratie, c'est l'indécidabilité, c'est l'indétermination radicale. Et donc, court-circuit des médiations qui s'opère en substituant à la représentation un nouveau réalisme algorithmique qui fait de la conscience aiguë de la contingence et de l'instabilité du monde biophysique et de la démocratie son carburant et sa justification. Donc, grâce aux neurones artificiels, aux réseaux neuronaux artificiels qui combinent l'apprentissage à partir de grandes quantités de données numériques et la mise à jour dynamique des poids et des biais des modèles en fonction de l'écart observé entre le résultat produit par le modèle et le résultat souhaité. Ceux à qui ça parle, écoutez, on parle de rétropropagation. Pour les autres, ça, c'est pas très important. Rétropropagation, mais ce qui est important, c'est de dire que la différence qui est aussi résistance entre les modèles et le monde, n'a plus, grâce au réalisme algorithmique, à être enjambée ni par des conventions de quantification, ni par de la métaphore, ni par l'invention subjective ou collective, mais se trouve en quelque sorte métabolisée, résorbée dans la récursivité du temps algorithmique. Je suis toujours dans mon résumé. L'obsession contemporaine pour les questions de régulation ou de résolution technique des biais, des problèmes de transparence, de manque d'explicabilité, de manque d'interprétabilité des boîtes noires algorithmiques ou du manque d'alignement des comportements des intelligences artificielles sur les objectifs fixés par les humains, tout cela, cette obsession contemporaine pour la régulation, j'aimerais vous montrer, tend en fait à faire obstacle à la prise en compte de ce qui se trouve plus radicalement mis en jeu par ce nouveau réalisme algorithmique. Non tant l'opacité, les biais, le défaut de sécurité des processus algorithmiques, que le court-circuit, le déni ou le désaveu de l'opacité ou de l'indétermination ontologique du monde lui-même. C'est-à-dire le désaveu de la persistance dans l'angle mort du numérique de ce que Jacques Lacan appelait le réel. Le réel, c'est quoi? C'est ce qui résiste à toute formalisation.
Vous avez beau chercher, vous avez beau accumuler des connaissances, accumuler des données, il n'y a rien à faire. Le monde, dans ce qui surgit, reste fondamentalement indéterminé et inexplicable. La physique quantique nous l'a montré, par exemple, s'agissant de la matière à sa plus petite échelle. Donc, des aveux du réel de la part d'irreprésentables qui nous obligent précisément à instituer, à décider collectivement, à prendre forme dans ce que j'appelle la frêlure. Alors, j'écris frêlure avec F, R entre parenthèses, E, accent circonflexe, L-U-R-E. Frêlure, ça veut dire, à la fois en anglais, c'est failure, le raté, le ratage, et frêlure, la fragilité. Donc, ce qui nous oblige, ce réel, ce qui résiste à la formalisation et ce qui donc résiste au calcul, est aussi ce qui précisément nous oblige à prendre forme dans la frêlure par laquelle, ce que je vais appeler, je vous expliquerai ça si j'ai le temps, ce que j'appelle l'universalité du négatif, de la négativité, de l'incomplétude, du non totalisable se manifeste dans le particulier. L'universalité du négatif, c'est-à-dire que, oui, on cherche aujourd'hui, pour avoir une pensée planétaire, on se dit, mais on a besoin d'avoir une pensée planétaire aujourd'hui, penser les enjeux de la planète. On est tenté d'inventer un nouvel universalisme. Mais la seule chose qu'on ait en commun, véritablement en commun, c'est peut-être précisément cette négativité, c'est-à-dire cette impossibilité d'en finir, c'est-à-dire de nous définir. Le fait que nous sommes toujours en train de nous infinir. Nous sommes des processus en constant dépassement de nous-mêmes. Nous sommes irréductibles à une commune identité. Et c'est précisément ce négatif qui, à mon sens, est désavoué par les processus algorithmiques. La contribution que je vais essayer de vous délivrer après ce long résumé visera dès lors à proposer quelques pistes en vue de réfléchir aux dimensions non pas réglementaires ni techno-réformistes, mais plutôt constitutionnelles et institutionnelles d'une récalcitrance au réalisme algorithmique, motivée précisément par l'exigence de faire justice à l'expérience. L'expérience étant précisément ce qui est, ce qui arrive et qui n'a pas été prévu. Depuis les années 70, j'allais dire parce que je suis belge, mais ici on dit 70, depuis les années 70, comme l'a suggéré Luigi Pellizzoni, avec la prise de conscience de la crise écologique planétaire, notre compréhension des dynamiques du monde biophysique a subi des changements radicaux qui ont réduit la pertinence des connaissances prédictives basées sur des régularités, et donc la pertinence aussi de la statistique fréquentiste. Car les régularités ont en fait cessé d'être considérées comme le principe par défaut et sont devenues plutôt, ou au contraire, un cas particulier. En fait, par défaut, le monde est irrégulier. Les espaces sont des espaces parcourus par la crise, par de l'interruption, par de l'imprévisibilité. La crise, au lieu d'être une exception, est aujourd'hui la règle. Cette conscience aiguë de la contingence radicale n'est pas seulement due à la prolifération des crises contemporaines, crises climatiques, écologiques, sanitaires, etc., et à la reconnaissance de l'indétermination ontologique inhérente à la matérialité ou à la matière elle-même, elle est aussi, comme je vous le disais, due à la démocratie. Je vous relis juste cet extrait de Claude Lefort, qui disait que l'essentiel, à son sens, est que la démocratie s'établit et se maintient dans la dissolution des repères de la certitude. Elle inaugure une histoire où les hommes sont mis à l'épreuve d'une indétermination finale quant au fondement du pouvoir, de la loi et du savoir, ainsi qu'au fondement du rapport entre les uns et les autres dans tous les domaines de la vie sociale, partout où s'est exprimée une division, en particulier la division entre ceux qui détiennent l'autorité et ceux qui leur sont soumis, en raison d'une croyance en la nature des choses ou en un principe surnaturel. Cela me conduit à penser que dans la pratique sociale, à l'insu des acteurs, il y a une question, non pas un problème. Un problème, il est traduisible sous forme algorithmique, mais une question pas. Il y a donc une question à laquelle personne ne peut répondre et que le travail de l'idéologie, toujours voué à restaurer la certitude, ne peut mettre à bas.
Maintenant donc que la conscience aiguë de la contingence, de l'instabilité, de l'incertitude s'étend au-delà du domaine politique à l'environnement biophysique, à l'échelle planétaire, le dataïsme ou l'idéologie technique des données massives apparaît comme la nouvelle manière privilégiée de surfer sur cette indétermination. Je soutiens donc que la montée des régimes algorithmiques n'est pas le contraire, mais l'incarnation la plus aboutie du paradoxe de la démocratie. La tâche assumée aujourd'hui par la datafication et les promesses d'un technosolutionnisme qui viserait finalement à faire assumer par les machines la charge de gérer l'incertitude radicale, ces promesses, donc, la tâche assumée par la datafication ou la sous-traitance à des machines, non plus d'enjamber l'indécidabilité, mais de surfer dessus, d'en tirer profit, de la transformer en asset, en occasion. Tout ça, finalement, joue le rôle que Claude Lefort a assigné à l'idéologie, c'est-à-dire la restauration d'une forme de certitude dans une société démocratique caractérisée par l'indétermination. La question qu'on peut se poser, évidemment, c'est est-ce que le réalisme algorithmique réussit-il à instaurer de la certitude, ou est-ce qu'au contraire, et c'est la thèse que je soutiendrai, est-ce que cela n'aboutit pas plutôt à l'absolutisation de la contingence, c'est-à-dire à l'instauration d'une incertitude à double faux? On se sert des machines pour gérer l'incertitude à notre place, c'est-à-dire nous dispenser de nous confronter à l'indécidabilité, mais en même temps, les machines, en accélérant les flux, en accélérant les viralités, en accélérant la fluidité, génèrent aussi une incalculabilité. Et donc on va se rendre compte qu'avec l'hypercalcul, le calcul sait dépasser lui-même et produit par lui-même une incalculabilité qui génère des effets très différents suivant la place dans laquelle on se trouve dans la société. C'est-à-dire que cette incalculabilité, qu'on va appeler aussi, qu'on va gérer pour certains grâce à ce qu'on va appeler l'agilité, donne un surpouvoir à certains, c'est-à-dire ceux qui maîtrisent les algorithmes, qui vont être capables dès lors de transformer la contingence ou le virtuel en surplus value, en plus-value. Mais cette plus-value, qui est détenue notamment par les GAFAM, par exemple, va générer par ailleurs une beaucoup plus grande précarité pour tous les autres. Et donc l'enjeu de justice, il y a un enjeu de justice qui se joue là dans la nouvelle répartition de la charge d'incertitude articulée ou générée par cette contingence radicale. Bon, alors, quand je parle de réalisme algorithmique, je ne suis pas la première à parler de réalisme algorithmique. Plusieurs personnes en ont parlé dans des sens tout à fait différents. Mais pour vous donner un exemple de ce que je veux dire, McKinnon, en 2014, a décrit le passage du réalisme optique au réalisme algorithmique dans le domaine de l'astronomie et de l'astrophysique. Ce passage est illustré par la production d'images photoréalistes de la nébuleuse du Crabe à partir d'ensembles de données compilées et croisées c'est très multimodal, sur les longueurs d'onde radio, optiques et électromagnétiques. McKinnon relie explicitement le réalisme algorithmique à un processus de mathématisation que Gironi, c'est un autre auteur, avait décrit comme n'étant pas simplement un outil heuristique utile pour la théorisation scientifique ou un moyen de contrôle technique de la nature, mais qui ouvre une vision complètement nouvelle de l'univers, révélant un monde glacial, organisé selon un ensemble de coordonnées indifférentes, dont le point zéro n'est plus l'être humain. Alors, vous voyez, réalisme aussi dans ce sens que on pourrait avoir accès au réel sans en passer par le savoir produit par les êtres humains. On contourne complètement le corrélationnisme kantien, mais ça, c'est une autre question. Alors, Stafford Beer, en 1973, écrivait ceci. Alors, c'était dans sa conférence Massey. Je me permets une assez longue citation parce qu'elle est vraiment révélatrice. Il explique
Tout ce que nous pouvons faire en tant qu'être humain est géré par notre cerveau, et ce dernier est limité. Nous avons dans notre crâne un ordinateur électrochimique de 3 livres, légèrement alcalin, qui fonctionne au glucose à une puissance d'environ 25 watts. Cet ordinateur contient quelques 10 000 millions d'éléments logiques appelés neurones, fonctionnant à une fréquence de balayage de base 10 cycles par seconde. Il s'agit d'un système dynamique très varié, mais fini. Il découle de la loi d'Ashby que nous pouvons reconnaître des modèles avec notre cerveau jusqu'à une certaine limite, mais pas au-delà. Ainsi, il se produit quelque chose qui implique un niveau de variété plus élevé que celui commandé par le cerveau. Dès lors que ça arrive, nous ne serions pas en mesure de le reconnaître. Cela a des conséquences pratiques. Par exemple, je suis sûre que la raison pour laquelle, c'est 1970, je suis sûre, disait-il, que la raison pour laquelle nous faisons un tel gâchis des problèmes de l'écologie mondiale est que nous ne pouvons pas les comprendre. Je ne veux pas seulement dire qu'ils sont terriblement difficiles, de sorte que leur compréhension nécessitera beaucoup de recherche. Je veux dire que nous ne pouvons pas les comprendre du tout, jamais. Il est très probable que cela s'applique également à de nombreux problèmes de gouvernement, en particulier de gouvernement mondial. Cela peut même être vrai au niveau de la récurrence où une société est gérée. Alors, voici donc, dit-il, une pensée très inconfortable. Peut-être est-ce également vrai à notre niveau personnel de récursivité. Peut-être ne pouvons-nous plus comprendre notre propre vie, notre propre environnement, avec ou sans compréhension totale, avec ou sans la variété requise pour détecter les schémas vitaux. Nous devons faire face, d'une manière ou d'une autre, à tous ces niveaux, à une incertitude radicale. Bien sûr, dit-il, nous le faisons en créant des modèles mentaux. Nous simplifions afin que le système que nous envisageons puisse être adapté à notre propre cerveau. Mais cela ne peut se faire qu'en réduisant la variété et nous n'avons aucune garantie que nous ne rejetions pas les mauvaises informations. Il est assez évident que nous allons prendre l'habitude de rejeter les informations d'une certaine manière et d'éliminer celles qui ne semblent pas correspondre au modèle que nous avons développé, qu'on peut aussi appeler des préjugés. Je pense que cela doit signifier que ce que nous appelons la réalité est une version très réduite de l'univers. Pour dire les choses crûment, on pourrait dire que notre humanité existe en partageant une illusion sur la façon dont les choses sont. Alors, très paradoxalement, lorsque j'ai demandé à ChatGPT quelle serait la solution imaginable à ce décalage entre les capacités limitées de notre cerveau à reconnaître les modèles et la complexité de l'univers, la réponse que j'ai obtenue suggère une intensification des collaborations interdisciplinaires, une éducation encourageant la pensée critique et l'éducation tout au long de la vie, l'augmentation des capacités cognitives humaines grâce à l'intelligence artificielle, tout de même, et l'analyse des données, une coopération mondiale renforcée et des efforts coordonnés, ainsi que la promotion de la diversité et de l'inclusion. En effet, si au lieu d'être simplement complexes, les choses en elles-mêmes sont ontologiquement indéterminées ou contingentes, cela signifie que la raison pour laquelle nous ne sommes pas et ne serons jamais en mesure de les comprendre ne tient pas tant aux limites de notre cerveau qu'à la nature du monde, et qu'une conceptualisation scientifique du réel implique de l'aborder comme étant définitivement à l'abri de toute détermination finie. Alors évidemment, les promesses d'une gestion hyper agile du social en haute résolution, en temps réel, à l'échelle présémiotique et infrapolitique du signal numérique, ressuscitent l'illusion d'une transparence du monde, émancipée des joues de la représentation, du langage, de la perspective, etc. C'est ce que j'ai appelé la gouvernementalité algorithmique. Cette gouvernementalité algorithmique, elle met définitivement au placard l'idée que ce soient les individus qui aient encore à interpréter le monde, à donner du sens. Alors, ce n'est pas tout à fait nouveau, ça non plus. Dans le sillage des conférences massives sur la cybernétique, entre 1946 et 1953, et l'invention de la théorie des systèmes, l'idée était déjà tout à fait... un nouveau modèle théorique
des processus biologiques, mécaniques et communicationnels avaient déjà émergé, qui avaient dépouillé les humains et Homo sapiens de toute position privilégiée dans la production de sens, d'information et même de cognition. Catherine Hayles, par exemple, qui définit la cognition comme un processus d'interprétation de l'information dans des contextes qui la relient à un sens, a notamment affirmé que, bien que de nombreux biosémioticiens affirment que les ordinateurs ne peuvent pas créer de signification parce qu'ils ne sont pas autonomes, cette objection est une limitation arbitraire qui est démentie par ce que font réellement les ordinateurs. À sa connaissance, aucun média informatique n'est conscient. Néanmoins, comme les organismes non conscients, organismes et non mécanismes, les ordinateurs ont des milieux internes et externes. Ils traitent et interprètent des informations, y compris des informations provenant de capteurs et d'actionneurs, lorsque ces éléments sont présents, et ils créent des significations dans le sens où ils exécutent des comportements qui ont une efficacité dans leur environnement. La cognition étant intrinsèquement incarnée, ces affirmations n'occultent ni n'éludent le fait que les supports informatiques ont des instantiations, c'est-à-dire des corps, profondément différents de celles des organismes biologiques, qui ni n'impliquent que les ordinateurs fonctionnent comme des cerveaux ou vice-versa. C'est-à-dire qu'il y a une cognition non consciente, ça ne fonctionne pas vraiment comme un cerveau, mais il y a quand même quelque chose de l'ordre de la cognition. Alors, donc vous voyez, cette drôle de machine, elle nous questionne quand même. Elle nous questionne à plein d'égards. Elle questionne la rationalité occidentale, notamment en ce qu'elle liait les phénomènes à leur cause, etc. Nous, ils mettent en place ici, les machines mettent en place une rationalité purement statistique, purement inductive, qui se désintéresse des causes et qui ne traite que des effets, puisqu'elle ne traite jamais que des données. Les données, c'est quoi? C'est l'effet des rapports de force et de domination qui ont généré la réalité sociale, qui sont enregistrés sous forme de données numériques, rendues amnésiques de leur cause. Et donc, vous voyez, ça crée des effets. D'ailleurs, Gilles Deleuze disait qu'il est facile de faire correspondre à chaque société des types de machines, non pas parce que les machines sont déterminantes, mais parce qu'elles expriment les formes sociales capables de les faire naître et de les utiliser. Alors la question que je me suis posée, c'est mais quelles sont les formes sociales exprimées par les machines apprenantes, appelées aujourd'hui un peu indûment intelligence artificielle, mais aussi quelles sont les formes sociales, les formes de relations sociales produites par ce tournant algorithmique et dont la nouvelle facticité, puisque finalement ce ne sont jamais que des faits qui rencontrent leurs propres effets, quand les machines métabolisent l'échu que sont les données, que cette nouvelle facticité numérique, dont cette nouvelle facticité numérique hérite sa plasticité ontologique. C'est-à-dire que les machines, elles se nourrissent non pas de régularité, mais vraiment de la contingence du monde. Donc, elles métabolisent constamment la contingence. C'est pour ça que je parle de plasticité ontologique, un peu comme le cerveau, qui a cette sorte de plasticité. Alors, quelles sont les formes sociales? Je ne pourrais pas évidemment décrire ici, dans le temps qui me reste, ce que produit le type de société qui est ainsi produite, ou le type de désinstitution imaginaire de la société que produit une telle intermédiation algorithmique, de la production de sens, de la production de l'exercice du pouvoir, de la temporalisation et des sujets. Mais quelques mots seulement. Tout d'abord, bien nous rendre compte, il me semble que c'est important, que ce tournant algorithmique est en fait un nouvel ordonnancement ou un nouveau désordonnancement du monde. En quel sens? Eh bien, en insérant la spéculation au cœur même des rationalités gouvernementales, on a une véritable transformation vraiment de ce qui, non seulement ce qui compte comme réel, une production synthétique d'une forme de réalité purement spéculative, mais aussi des modes d'exercice du pouvoir, des modes de production du savoir, des modes de temporalisation qui s'orientent de plus en plus vers une sorte de défuturisation extrêmement spéculative, et des modes et finalement des techniques de soi aussi. Comment devient-on sujet, et éventuellement même sujet politique, sujet de droit, dans un monde de données? Alors je vais dire juste quelques mots à propos de tout cela, en fait. Technique de signification. Alors, il me semble que nous passons finalement de la reconnaissance des formes à la détection de signaux. Nous avons l'habitude de nous orienter dans le monde en détectant des formes. Ça, c'est comme ça que nous, les êtres humains, nous fonctionnons. Nous naissons au milieu des images et nous reconnaissons des formes.
on quitte ce monde-là au profit de la détection de signaux. On quitte aussi, mais ça j'en dirai quelques mots plus tard, l'idée d'un mode de gouvernement articulé au savoir pour une forme de gouvernance hyper agile, articulée non pas au savoir, mais plutôt aux insights, c'est-à-dire de l'information purement opérationnelle qui a l'air de nous dispenser encore de tout savoir et qui fonctionne précisément d'autant mieux que nous ne savons pas ce qu'il en est. Alors, dans un régime algorithmique, dans lequel fonctionnent les machines apprenantes, c'est pour ça que je parlais d'un système qui fonctionne finalement, qui est infrapolitique, ni la distinction entre ce qui a valeur de signal ou d'attribut ou de variable et ce qui n'a pas valeur de signal, ce qui va être considéré comme du bruit, ce qu'on ne va pas considérer comme signifiant, ni l'intensité ni la pertinence finalement de chaque signal n'est plus décidé finalement par aucune institution reconnaissable. C'est tout à fait indépendant de tout système institutionnel explicite, reconnaissable et contestable. Finalement, cette distinction entre ce qui fait signal et ce qui fait bruit dans un algorithme apprenant dépend plutôt de processus de différenciation qui sont endogènes à la réalité socio-médiatique. On parle d'une sorte de dynamisme, d'auto-apprentissage. On parle de classement, de notation, d'appariement, de profilage, de calibrage. Quand on parle de tout ça, on a l'impression qu'il y a une forme effectivement de normativité, si vous voulez, mais que c'est une normativité qui est immanente au social numérisé. Ce n'est pas une normativité qui a été décidée d'en haut. Il y a quelque chose d'une sorte d'immanentisation, ou finalement une sorte d'indistinction croissante entre le plan d'organisation, la norme, et les faits, la réalité sociale. En lieu et place donc de ce que Jacques Rancière appelait l'esthétique politique, qui est le système des formes a priori déterminant ce qui peut être senti, cette division du temps et de l'espace, du visible et de l'invisible, de la parole et du bruit, qui définit à la fois le lieu et l'enjeu politique comme forme d'expérience, on a un réalisme algorithmique qui substitue une anesthétique infrapolitique, désobjectivée et déphénoménologisée des processus algorithmiques. Donc un monde, c'est pour ça que je parle d'un désordonnancement du monde, indépendant de l'esthésia, c'est-à-dire de la sensibilité. Et ça aboutit, ça, si vous voulez, c'est cette sorte de fantasme de réalisme algorithmique qui ne considère même plus le calcul comme représentatif secondaire ni même séparable de ce qui est calculé. Donc vous voyez, ça ne fonctionne plus du tout comme les sémiotiques signifiantes, c'est-à-dire ce n'est pas comme des signes qui ont un rapport de représentation par rapport au signifié, un rapport de représentation mais aussi un rapport de résistance, d'inadéquation qui permet précisément un espacement qui est l'espace de la critique et l'espace du politique. Ici, on a vraiment une sorte d'indistinction. Alors, et là, j'insiste là-dessus, on est passé donc du monde des signes signifiants et du texte au monde des signaux insignifiants et de l'algorithme. Ça veut dire ça aussi que la résistance, la source de résistance ou de récalcitrance qui se trouve dans la matérialité même de ce qu'on appelle le signe, la barre de résistance entre signifiant et signifié, qui n'est pas une relation, qui est une résistance, tout ça disparaît. Cette anesthésie témoigne également d'une abstraction ou d'un désaveu des dimensions matérielles, organiques, biologiques et évolutives de la vie, ou de sa résorption dans l'informatique. Avec le dataïsme, cette anesthétique spécifique de la gouvernementalité algorithmique ou du capitalisme numérique, l'épistème visuel et linguistique, la volonté de documenter, de tester, de prouver, en se référant à la vérité physique, matérielle, de terrain, perd de sa valeur en faveur d'un régime numérique algorithmique ou de la fiabilité sans vérité, où l'on cesse de gouverner sur base de la connaissance et où l'on commence plutôt à tirer parti de l'incertitude grâce à l'apprentissage continu et à des boucles de rétroaction récursive. Alors, la donnée, dès lors, n'est plus informative. Coupée de son contexte référentiel antécédent,
elle est spéculative, toujours en attente d'un sens promis, mais jamais tout à fait atteint, qui ne lui sera potentiellement conféré que par la dynamique récursive de l'algorithme. La donnée n'a pas de sens, elle ne représente rien d'antécédent. Elle participe à la morphogénèse ou à la production de formes, anticipant et faisant advenir leur contenu. On est vraiment dans de l'hyperstition. Mais ce qui caractérise la phase contemporaine de l'histoire de la sémiotique, c'est peut-être finalement moins la fin du sens que la production d'un autre sens, techno-écologique, pourrait-on dire. C'est un peu l'idée d'Erich Hall, par exemple, qui voit là-dedans quelque chose de très émancipateur. Finalement, en s'émancipant du joug du langage, de la représentation, est-ce que ce n'est pas une occasion de faire résonner ce qui précédemment n'avait pas droit au chapitre, ce qui n'était pas perceptible, trop petit ou sans voix? Alors évidemment, dès lors que toutes les données sont potentiellement signifiantes, peuvent résonner à travers des profils, etc., le risque, c'est la paranoïa. Quand tout devient potentiellement signifiant, tout peut vous valoir un mauvais score de risque, tout peut vous valoir une interprétation négative de vos potentialités d'évolution, etc. C'est ce que, finalement, l'injonction de Beckett, qui disait que no symbol when non intended, pas de symbole quand il n'y a pas d'intention, est complètement mise à mal. Bon, donc, évolution des techniques de signification. Évolution aussi des techniques de pouvoir. Ce que nous découvrons avec ce réalisme algorithmique ou cette gouvernementalité algorithmique, c'est un système d'ordonnancement du monde absolument sans précédent. Évidemment chargé de phénomènes de pouvoir et de domination, qui ne disent plus leur nom, mais c'est un système finalement d'ordonnancement du monde qui ne produit plus de normes, qui ne s'appuie plus sur des normes, mais au contraire se nourrit des dynamiques anarchiques sans loi, de la plasticité même du vivant, de la plasticité du monde et des particularités. Si vous voulez, l'enjeu ou l'objectif n'est plus du tout de rendre l'avenir prévisible ou de gouverner les comportements selon des normes préétablies, des conventions de quantification, etc. Non, l'objectif est plutôt de rendre ceux qui ont le pouvoir maximalement agiles, résilients, capables de tirer parti de la contingence. La spéculation, l'exploitation de l'incertitude, la résilience just-in-time, et non la surveillance, la discipline, la normalisation, sont au cœur de la rationalité algorithmique. Et donc vous voyez que tout ça, vous imaginez bien que tout ça génère aussi toute une série de problèmes. Je vais devoir aller très très vite pour les énoncer, mais il est notamment largement documenté aujourd'hui que le passage de la représentation à la détection de corrélation ou au calcul et l'ambition de remplacer les systèmes de différenciation par l'intelligence des données, ça donne une impression de très grande objectivité, bien entendu, mais au fond, ça fait exactement l'inverse, c'est-à-dire que finalement, ça a tendance à naturaliser et à régénérer de manière récursive la plupart des effets de domination antérieurs, sans les rendre susceptibles d'être remis en question ou questionnés. C'est ce que j'appelle finalement le passage d'un système de normativité à un système de facticité. Système de facticité. Alors, ce système de facticité, ou cette facticité, doit être... c'est quelque chose qui me semble assez dangereux. Le sens dans lequel j'utilise ici le mot de facticité, c'est le sens qui est rappelé par Pablo Oyarzún, qui est un grand lecteur de Walter Benjamin, et qui explique que le point où... qui définit la facticité comme le point où l'histoire est convertie en mythe, c'est-à-dire en nature rigide, selon un programme de conversion de l'histoire en nature, encodé dans le pré-pouvoir de la facticité, comme la pétrification de l'environnement historique et comme l'horrible extase de cette même pétrification. Un régime fasciste, dit-il, réduit l'histoire à la facticité. L'instant vertigineux de l'équivalence du pouvoir et de l'être appartient à l'histoire, qui n'a besoin de se réaliser que pour montrer sa fausseté crasse, puisque l'excès de pouvoir reste indispensable comme pathos de l'anéantissement au maintien de cette équivalence. C'est ainsi que se détermine l'urgence. Pour en prendre la mesure, il faut comprendre la facticité comme la liminarité de l'historicité. Bon alors, il ne s'agit en aucun cas pour moi d'affirmer que le tournant algorithmique conduit nécessairement à l'avènement du fascisme, mais seulement qu'il existe une tendance commune au fascisme et au réalisme algorithmique
tendance commune qui consiste à naturaliser et donc à déhistoriciser, à déproblématiser et à dépolitiser l'état de fait enregistré passivement sous forme de données numériques métabolisables par les algorithmes. Résister à la facticité algorithmique implique donc de reconnaître l'irréductibilité du réel, avec un grand R, à la réalité numérique. Cette irréductibilité a été désavouée de différentes manières par une série de réductions implicites qui sont aussi, et je dois en terminer tout de suite, qui sont aussi des abstractions toxiques qu'il faut surmonter. Et j'en terminerai par là. Quelles sont ces abstractions toxiques qu'il faut absolument vaincre et qu'il est urgent de vaincre? Il s'agit en fait de ce qu'on constate aujourd'hui, une sorte de réduction, et c'est vraiment dans l'ordre du langage que ça se passe, dans l'ordre de la rhétorique, y compris la rhétorique juridique et réglementaire. Une réduction des singularités ou des processus d'individuation, de subjectivation à des particularités, c'est-à-dire des attributs infra-individuels détectés ou déduits des schémas supra-individuels que sont les modèles algorithmiques. La réduction du statut de citoyen à celui de consommateur-utilisateur. Le règlement sur l'AI Act, dont on a beaucoup discuté au niveau de la Commission européenne notamment, l'AI Act ne parle plus jamais de citoyens, il parle d'utilisateurs et de consommateurs. C'est éminemment problématique. Réduire les communs à la juxtaposition de logiques sectorielles. Réduire le peuple qui manque, c'est-à-dire l'indéfinition du peuple qui implique tout le passé, mais aussi ceux qui sont à venir, ceux qui viendront après nous et qui n'ont encore laissé aucune trace numérique qui puisse être prise en compte dans les systèmes d'optimisation. Réduire donc ce peuple qui manque à la représentation actuelle. Réduire le virtuel au temps réel. Réduire la justice sociale au calcul actuariel. Réduire la justice à la loi. Réduire l'herméneutique à la sismographie numérique. Réduire l'imagination à l'innovation. Réduire la prospective à l'extrapolation des tendances passées. Réduire la plasticité et l'altérabilité de la vie à l'exécution d'un programme génétique. Réduire la vie à des flux d'informations numériques. Réduire la personne humaine à la somme de ses enregistrements et interactions numériques. Réduire le public à l'audience. Réduire la juste mesure à la haute résolution. Réduire les personnes à leur comportement, réduire l'existence à la pure présence, réduire les singularités à des symptômes, ainsi de suite. Le redéploiement de ces différences entre ces termes de l'espacement nécessite un moment constitutionnel qui est un moment où la négativité, le pas encore là, l'irreprésentable, l'avenir, l'incomptable, ou la fiction symbolique en excès sur la réalité empirique, un autre impersonnel ou une impersonnalité qui n'est pas un individu réel impose des limites à la pure positivité des pulsions actuelles d'optimisation, de prédation, d'extractivisme et au pouvoir automaximisant et auto-optimisant que confèrent les algorithmes. Pour en terminer donc, je dirais en conclusion que les efforts bien intentionnés, en fait, visant à rendre les algorithmes équitables, responsables, transparents, ne suffiront jamais à eux seuls à satisfaire aux exigences de la justice en tant que principe de perfectibilité de l'ordre social, qui requiert que les individus soient considérés en tant que citoyens et non seulement comme utilisateurs-consommateurs, ce qui implique aussi une mise en visibilité de tous les travailleurs qui, souvent aux confins de l'Occident, rendent possible toute l'infrastructure technique qui permet le déploiement de cette société algorithmique. Considérer les données non pas comme des faits, mais comme des effets de relations de pouvoir et de domination antérieures, rendus imperceptibles par les algorithmes, d'autant plus imperceptibles d'ailleurs que les regroupements, clusters, profils, etc. ne recouvrent aucune catégorisation socialement éprouvée. Évaluer l'équité, la responsabilité et la transparence, non pas des algorithmes seuls, mais de l'ensemble des systèmes sociotechniques, y compris les réactions des décideurs humains confrontés à des recommandations algorithmiques. Prendre en compte les impacts différentiels
que, par exemple, des faux positifs dans des systèmes algorithmiques de détection de propension de fraude, par exemple, ou de récidive, donc prendre des impacts différentiels que les faux positifs, faux négatifs ou les mauvaises notations algorithmiques peuvent avoir sur les individus en fonction de leur richesse ou de leurs moyens de s'adapter ou de contester la décision prise à leur égard sur cette base. Considérer donc la justice comme une propriété de la boîte noire algorithmique sans tenir compte du contexte global ne peut se faire qu'au détriment de la justice elle-même et ne peut fonctionner que comme un masque à notre renoncement à faire justice à ce qui précisément ne se laissera jamais réduire à aucun calcul. Voilà, je pourrais encore continuer à vous parler 150 000 heures sur ce sujet inépuisable, puisque l'enjeu ici n'était pas de définir, mais d'infinir quelque chose qui peut-être nous permettra de discuter ensemble. Je vous remercie.